Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le chapitre de première, comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il? Aujourd'hui, nous traitons la première partie du grand 2, comment le prix se fixe sur un marché concurrentiel, et nous nous intéressons spécifiquement à la manière dont le prix influence la quantité demandée et la quantité offerte. Cette question est centrale en sciences économiques. C'est pourquoi je considère qu'il est très important d'expliquer ici le postulat de base de la théorie économique. La théorie économique standard, comprenez dominante ou néoclassique, raisonne à partir d'un individu théorique, l'homo economicus, littéralement homme économique en latin. Il est rationnel et calculateur, c'est-à-dire que son comportement tout entier est guidé par un calcul constant visant à maximiser sa satisfaction ou son utilité pour les consommateurs et son profit pour les entreprises. Ainsi, si les consommateurs cherchent à maximiser leur satisfaction, la consommation d'un bien ou d'un service diminue en général lorsque son prix augmente. De même, si les producteurs cherchent à maximiser leur profit, la production d'un bien ou d'un service augmente lorsque son prix augmente. En économie, les consommateurs sont nommés demandeurs et les producteurs sont nommés les offreurs. Pour rappel, puisque nous allons dans cette vidéo utiliser des représentations graphiques, l'offre correspond à la quantité de produits que les producteurs sont prêts à vendre pour chaque niveau de prix. La demande correspond à la quantité de produits que les consommateurs sont prêts à acheter pour chaque niveau de prix. Bien. Grand A, comment le prix influence-t-il la quantité demandée et la quantité offerte? Comme souvent, j'utilise un manuel d'économie pour illustrer mon propos. Ici, principe d'économie de John Sloman. La quantité demandée par un consommateur correspond à la quantité de biens qu'il désire et qu'il est capable de se procurer à un prix donné. Généralement, lorsque le prix d'un bien augmente, la quantité demandée par les consommateurs diminue. Deux effets permettent de l'expliquer. Lorsque le prix d'un bien augmente, le revenu réel des consommateurs, leur pouvoir d'achat diminue. À revenu nominal égal, les consommateurs peuvent acheter moins de biens et services. Le bien dont le prix a augmenté est maintenant plus cher. Le consommateur a alors tendance à diminuer sa consommation pour se tourner vers les substituts relativement moins chers. Inversement, lorsque le prix d'un bien baisse, la quantité demandée augmente. Le pouvoir d'achat correspond à la quantité de biens ou services qu'un revenu permet d'acheter. Illustration concrète et explication à propos de l'extrait que je viens de lire de Sloman. Imaginons que vous disposez de 6 € pour acheter du riz, vendu 2 € le paquet. Votre pouvoir d'achat est de 3 paquets de riz. En effet, 6 € divisé par 2, le paquet est égal à 3 paquets. Si le paquet de riz augmente et passe de 2 à 3 €, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire que rien ne change d'autre dans tout l'univers. Avec 6 €, vous pouvez maintenant acheter 2 paquets. 6 divisé par 3 est égal à 2. Votre pouvoir d'achat en quantité passe de 3 à 2 paquets, soit une baisse de 1 paquet, ce qui représente une diminution de 33,33%. Je vous renvoie aux vidéos outils et savoir-faire mathématiques appliqués au SES. Par ailleurs, il existe des substituts au riz, les pâtes, la semoule, les pommes de terre, le boulgour, le quinoa, le maïs, les lentilles, selon les usages et les préférences. Si le paquet de riz augmente, en général, la quantité demandée de riz diminue. C'est la loi de la demande. En effet, les consommateurs cherchent des alternatives, c'est l'effet de substitution, ou bien achètent moins de riz si leur budget est limité. L'ampleur de la baisse dépend de l'élasticité prix de la demande. Si la demande est élastique, la quantité diminue beaucoup. Si elle est inélastique, elle diminue peu. L'élasticité correspond à la sensibilité de la demande au prix. Bien.
Vous le savez depuis la classe de seconde, les économistes dessinent le marché avec un stylo et un papier. Ils dessinent un modèle de marché concurrentiel. En ordonnant les prix, ou tout ce qui y ressemble, des taux d'intérêt ou des taux de salaire, et en abscisse les quantités, des tonnes, des kilos, des heures de travail, un nombre de travailleurs, un montant de capitaux, etc. La courbe de demande est décroissante en fonction du prix. On le voit bien sur le graphique. Lorsque le prix est de 3,5 euros, la quantité demandée est de 0,2, alors que lorsque le prix est de 50 centimes, la quantité demandée est de 4. Selon les produits, les quantités offertes ou demandées sont plus ou moins sensibles aux variations de prix, et cette sensibilité est mesurée par l'élasticité prix de l'offre et de la demande. Par exemple, si les consommateurs ne trouvent pas de substitut à un produit, la demande est très peu élastique ou inélastique, comme la demande de carburant dans les campagnes, et la courbe de demande a alors une pente très forte, quasi verticale. Sur le graphique, on voit qu'il est par exemple beaucoup plus difficile d'escalader la droite rouge que celle en bleu, et la pente de la courbe en rouge est beaucoup plus élevée, beaucoup plus forte. Considérons à présent les offreurs. Eh bien, la quantité offerte par les agents augmente lorsque le prix d'un bien augmente. C'est la loi de l'offre que nous allons étudier à présent. Pour rappel, l'offre est la quantité que les producteurs souhaitent vendre pour chaque niveau de prix. Il faut ajouter à cela, compte tenu des coûts de production qu'ils supportent. Vous disposez par exemple d'une petite parcelle de terrain située en plaine, où le sol est fertile, et en partie sur une colline, où le sol est pauvre. Quelle surface décidez-vous d'utiliser? Qu'allez-vous choisir de cultiver? Tout dépend du prix auquel vous pouvez vendre votre récolte et des coûts de production. Produire de plus grandes quantités entraîne des coûts qui augmentent plus que proportionnellement à court terme, quand il n'est pas possible de changer la taille des installations. Donc, le coût supplémentaire de chaque unité supplémentaire, ce que les économistes appellent le coût marginal, c'est-à-dire le coût de la dernière unité produite, est croissant. Les producteurs cherchant à maximiser leurs profits, ils produisent donc toutes les unités qui coûtent moins qu'elles rapportent, c'est-à-dire pour lesquelles le coût marginal est inférieur ou égal au prix. Et donc, sous ces hypothèses, quand le prix d'un bien augmente, la quantité offerte de ce bien augmente. Illustration avec la production de maïs, un exemple que j'ai extrait du manuel d'économie de John Sloman que j'ai présenté tout à l'heure. Lorsque la production de maïs passe de 0 à 1 tonne, le coût marginal, c'est-à-dire le coût additionnel lié à la production d'une unité supplémentaire, est de 200 euros pour la première tonne. Lorsque la production passe de 1 à 2 tonnes, le coût marginal de la deuxième tonne est de 250. Le coût de production augmente parce que produire plus entraîne l'utilisation de ressources supplémentaires et souvent moins productives, nécessité d'utiliser davantage d'engrais et de produits phytosanitaires, consommation plus importante de carburant pour les machines agricoles, besoin de main-d'œuvre supplémentaire, des salariés agricoles par exemple, éventuellement la baisse de rendement des terres si elles sont surexploitées ou moins fertiles. Chaque tonne supplémentaire de maïs coûte plus cher à produire en raison de la loi des rendements décroissants. Bien, si le prix de marché s'établit à 280 euros la tonne, je décide de produire 2 tonnes, car la deuxième tonne produite me coûte 250 euros. Le coût marginal est donc inférieur au prix de vente. Lorsque le prix de vente est de 400 euros la tonne, je décide de produire 3 tonnes, car la troisième tonne produite me coûte 350 euros. Le coût marginal est inférieur au prix de vente. Si le prix de la tonne de maïs augmente sur le marché, les producteurs décideront donc de produire davantage de tonnes de maïs, car le prix de vente
s'élève au-dessus du coût marginal, c'est-à-dire du coût de production d'une unité supplémentaire. Ce qui explique, comme on va le voir, que la courbe d'offre est une fonction croissante du prix dans la représentation graphique du marché concurrentiel. Enfin, les courbes d'offre, tout comme les courbes de demande que nous avons vues tout à l'heure, ont des pentes plus ou moins fortes. Le graphique de gauche présente le marché du carburant dans les campagnes. Dans ce graphique, on voit très clairement que la pente de la courbe de demande est beaucoup plus forte que la pente de la courbe d'offre. L'explication en est que la demande de carburant dans les campagnes est inélastique au prix ou peu sensible au prix parce que les personnes ont besoin de mettre du carburant dans leur voiture pour aller travailler ou se rendre en ville ou emmener leurs enfants à l'école, quel que soit le prix. À droite, on observe ici le marché du riz. Et ce que l'on voit, c'est une demande qui est élastique au prix et une offre qui est très inélastique au prix. L'inélasticité de l'offre au prix s'explique par le fait que les capacités de production sont à leur maximum. On peut planter du riz, mais il faut quand même si l'on n'est pas spécialiste, attendre quelques semaines pour que la production se développe. De l'autre côté, la demande peut tout à fait s'orienter vers des produits de substitution. Nous en avons parlé tout à l'heure, les pâtes, les pommes de terre, etc. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous retrouve très bientôt pour le volet numéro 3.